À partir de maintenant, attention, tout ce qui est dit sera conservé. Et je partage. Ok, et normalement, vous devez bien voir la slide avec la présentation fédérale. Tout à fait. Ok, merci. Donc, rapidement, hein, l'objet de cette réunion, c'est de faire un compte-rendu des activités de la commission sportive roller hockey depuis la dernière assemblée générale, donc, qui était alors j'ai plus la date précise, mais qui devait être autour du 10 décembre 2020. Et donc, qui a vu, comme c'était une nouvelle Olympiade, donc il y a eu un nouveau conseil d'administration qui a été élu, un nouveau responsable nommé pour la commission roller hockey, c'est-à-dire moi-même, et puis une équipe qui a très peu bougé depuis la précédente Olympiade, où la plupart, on va dire, des membres qui arrivaient à être présents sur l'équipe ont été renouvelés. Alors, on termine une année 2021 qui a été très particulière, puisque forcément c'était une année qui a été marquée par le Covid, très durement l'an dernier, puisqu'on n'a jamais réussi à reprendre les championnats. On a pu retrouver les pistes que fin mai, ce qui faisait trop tard pour redémarrer quoi que ce soit de manière compétitive. C'est une année qui a été aussi marquée par une reprise, alors jusqu'à présent, qui se passe bien. On va espérer que ça dure, même si les indicateurs sont pas forcément très bons. Mais voilà, donc c'est une année qui est forcément, comme 2020, qui a été marquée par la difficulté de la crise sanitaire. Même si ça se passe bien aujourd'hui, on ne sait pas si on en est sorti. On l'espère très, très fortement et on verra tout à l'heure, mais nous, on gérera comme il se doit la situation. C'est aussi une année particulière parce que on a eu quelque chose qui est finalement rare pour nous, c'est-à-dire un titre de champion du monde, plus exactement de championne du monde. Chez les filles, c'est le premier. On avait même un déficit de médailles ces dernières années, mais on a un groupe, moi j'ai eu l'occasion de les croiser plusieurs fois ces dernières semaines, qui est vraiment formidable et qui nous a permis de ramener ce titre. Bernard, tu veux peut-être dire un mot à ce sujet? Attends, juste avant que tu dises un mot, parce que du coup, j'ai plus la main, est-ce que les gens qui arrivent peuvent bien rentrer vous les faites rentrer dans la réunion? Oui, je fais rentrer. Oui. Ok, merci. Vas-y, Bernard. Bonsoir à tous déjà. Écoutez, oui, effectivement, une saison compliquée, mais qui se termine bien. Alors compliquée parce que le maintien effectivement des stages des équipes de France n'a pas été simple. On a malgré tout réussi à maintenir de l'activité, plus ou moins facilement. Les filles en ont souffert, les juniors en ont souffert encore plus puisqu'on a dû annuler les stages et au final, le mondial n'a même pas eu lieu. On a pu malgré tout participer au championnat d'Europe au mois de juillet en Suisse, qui s'est décidé un petit peu au dernier moment et qui nous a vu finir en finale contre l'Espagne, malheureusement en perdant, mais bon, ramener un titre de vice-champion d'Europe U18. Et puis les mondiaux qui ont eu finalement lieu en Italie au lieu de la Colombie, comme prévu initialement. Et là, effectivement, une déception un petit peu sur les garçons qui finissent 5e. Voilà, après une génération qui est en train d'arriver, un renouveau peut-être dans l'équipe aussi, et puis des filles qui créent la surprise. Alors même si on savait qu'on avait un bon groupe, qu'elles étaient très motivées, qu'on espérait effectivement se rattraper de Barcelone où on avait fini 7e, c'était une belle surprise de gagner ce titre et c'est une belle récompense après une année, comme a dit François, difficile, compliquée, qui vient clôturer le calendrier international de belle façon. Voilà. J'ai fait court, hein, François. Ouais, alors Bernard, juste, alors je sais que je pense qu'à peu près tout le monde te connaît, je t'ai appelé Bernard, mais peut-être juste rappeler ton rôle au sein de la DTN pour ceux qui ne te connaîtraient pas, mais je pense qu'ils sont peu nombreux, mais sait-on jamais. J'ai en charge la coordination technique de la discipline et donc, entre autres, de l'ensemble des équipes de France.
Voilà. Et Bernard, c'est Bernard Sequi pour les très rares personnes qui ne l'identifieraient pas. Ok, donc alors on va passer au point suivant. Donc vous expliquer rapidement quand même l'organisation du travail qu'on a. Enfin l'organisation du travail, c'est-à-dire qu'on a réparti un petit, enfin plus pour y voir clair qu'autre chose, hein, mais notre travail en ce que j'appelle quatre grands chantiers. Donc on va dérouler selon ce schéma-là. Donc il y en a quatre, c'est l'arbitrage, la valorisation du haut niveau, et puis on vous expliquera ce que c'est. Le suivi opérationnel, qui est donc le suivi lié au championnat, qui est finalement le plus gros de notre activité, et puis une partie développement, qu'on verra à la fin. Alors les quatre chantiers sont présentés de manière presque aléatoire, hein. Il n'y a pas de hiérarchie dans la présentation, où il y en a qui sont plus importants que d'autres, même si ça nous fait plaisir de commencer par les questions d'arbitrage. Donc je vais laisser la parole à Alain Larage et Johan Labreux. Peut-être vous présenter rapidement avant d'entamer le déroulé de votre présentation. Oui, bonjour à tous. Donc Alain Rage, je suis au sein de la commission en charge des questions relatives à l'arbitrage, au règlement notamment aussi, et je travaille du coup étroitement avec Johan Labreux. Johan. Donc, bonsoir à tous, Johan Labreux, je suis responsable des pôles développement et excellence de l'arbitrage du roller hockey. Merci Johan. Donc lorsqu'on parle d'arbitrage, c'est la première des choses à notre niveau, c'est d'assurer l'arbitrage des matchs dont nous avons la responsabilité en termes de désignation. Pour vous donner une idée du volume que cela représente depuis le début de cette saison-là, ce sont 173 matchs sur lesquels nous avons désigné les arbitres. Alors la gestion de cette désignation est désormais centralisée au niveau de Johan, et cette gestion centralisée porte vraiment ses fruits. Alors elle requiert beaucoup d'énergie et de disponibilité, mais quand je dis qu'elle porte ses fruits, pour preuve, sur les 173 matchs, il n'y a qu'un seul match qui ait été un peu impacté, puisque suite à un accident d'un arbitre sur le chemin, il a été remplacé par une astreinte 50 minutes avant la rencontre. Donc vous voyez, nous sommes en rendez-vous, les arbitres sont en rendez-vous. À noter que ce système d'astreinte nous permet d'être réactifs, puisque depuis le début de saison, 5 astreintes ont été déclenchées au dernier moment, notamment 3 à moins de 7 heures de la rencontre. Il faut noter aussi que Johan est confronté à un certain nombre de désistements assez importants. Alors des désistements qui peuvent être dus à des blessures, qui peuvent être dus à des changements de disponibilité, d'autres sans motif. Là, en l'occurrence, par exemple, depuis le début de saison, il a fait face à 54 désistements, d'où le travail derrière pour être au rendez-vous. Alors ça porte, je parle là des championnats pour lesquels nous avons la responsabilité de désigner les arbitres. Il faut noter que pour les autres championnats pour lesquels les désignations relèvent des clubs ou des ligues, et là je pense à la Nationale 3, à la Pré-Nationale ou le Régional, là la perte importante de nombre d'arbitres seniors se ressent. Sur les 119 premières rencontres de N3, par exemple, 20 d'entre elles ont été arbitrées avec un seul arbitre, 26 avec des arbitres non diplômés et 6 par des arbitres ou avec des arbitres mineurs. C'est un sujet qui nous préoccupe, j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, je vais juste rajouter deux petits chiffres par rapport à ce que Alain a dit précédemment. Au niveau des désignations, jusqu'au 11 décembre, on va arriver à un total de 222 matchs sur désignation. Donc, si on fait la somme, on aura un besoin de 444 arbitres au total. Il faut savoir que la particularité des désignations, c'est qu'elles sont faites après un premier passage par rapport au calendrier. Par rapport aux calendriers qui sont sortis initialement et travaillés, on essaie de faire des matchs doublons, c'est-à-dire que des équipes Elite N2 jouent au même endroit, des équipes N1, N2 jouent au même endroit, et parfois on va jusque de la N3, essayer de positionner des matchs N3 en même temps que des matchs N2 ou que des matchs N1 afin d'avoir et de faciliter en fait la recherche des arbitres pour les clubs. Donc il faut savoir que
au lieu de 444 arbitres à fournir, en fait, on en aura réellement fourni que 388. Ça veut dire qu'on en a économisé 54 par rapport aux désignations et au fait de pouvoir modifier, toucher les championnats avant leur publication. Ensuite, on a commencé depuis la Coupe de France 2019, on a commencé les supervisions. Il faut savoir que depuis le début de cette année, donc les supervisions qui ont été menées par le groupe de superviseurs sont au nombre de 72 supervisions. Donc 72 supervisions, on va en retrouver essentiellement sur l'élite, on va en avoir eu 20, 23 sur la N1 et 24 sur la N2. Ensuite, il y a d'autres supervisions qui nous permettent en fait d'aller sur des arbitrages avec des D2 et essayer de les accompagner vers le D3. Donc aujourd'hui, on a 15 D2 qui sont identifiés pour aller sur le D3. Et la semaine dernière, il y a eu les deux premiers degrés 4 validés lors d'une rencontre élite. Et ça faisait plus de 4 ans qu'on n'avait pas eu de nouveau degré 4 au niveau arbitrage. Donc, il faut savoir que pour la saison 2022-2023, les outils de supervision que j'ai mis en place, donc maintenant il y aura quasiment 3 ans, vont évoluer. Donc, ils évolueront avec deux composantes supplémentaires, une composante vis-à-vis des participants à la rencontre, donc joueurs ou coachs, et au niveau de la table de marque. Donc voilà pour la partie supervision. Au niveau du développement, on a pas mal de ligues qui ont mis en place des formations pour le début de saison. Malheureusement, quelques-unes ont été confrontées au manque d'engagement en fait, de stagiaires sur les formations, notamment sur l'Île-de-France. Par contre, on en a beaucoup de clubs de ligue qui sont revenus. Et en fait, on en a 7 formations prévues au mois de janvier. Et on en a à partir de dimanche d'ailleurs sur la Normandie. Voilà, on a une autre problématique par rapport aux arbitrages. Donc Alain a parlé des matchs N3, prénat et régionaux. Donc on a mis en place en fait pour des cursus particuliers, donc des cursus d'accélérer en fait par rapport à des profils d'anciens joueurs, anciennes joueuses. Et donc on accompagne avec actuellement un test sur des possibilités de formation en ligne, comme on l'avait mis en place durant les 2 confinements. Alors après, c'est des choses qui ont été revues. Aujourd'hui, elles sont en phase de test, mais elles seront vraiment utilisées en cas de non-possibilité de mettre en place des formations. Le rôle des arbitres a vraiment besoin d'être valorisé. Je pense qu'on a vraiment tous collectivement un intérêt à ce niveau-là. Et je voulais vraiment remercier les clubs et les arbitres qui œuvrent sur les plateaux jeunesse. Parce que c'est important d'accompagner les jeunes sur les plateaux et c'est aussi certainement le lieu d'identifier de jeunes arbitres et de jeunes arbitres adultes aussi, et dans ce cas-là, de les accompagner. Donc merci vraiment aux clubs qui travaillent dans ce sens-là. Il faut savoir que l'envie d'arbitrer ne naît pas spontanément, hein, c'est le fruit d'un partage, c'est le fait que les premières rencontres se déroulent bien dans une ambiance où chacun se sent valorisé. Et on sait, et merci à eux, que quelques clubs parmi vous le font avec vos jeunes arbitres que vous veillez à faire accompagner d'arbitres expérimentés. Donc merci de les valoriser, merci de les accompagner. Pour ce qui est du manque d'arbitres qui se ressent en National 3 ou prénat ou régional, Johan va animer un groupe de travail sur le manque d'arbitres et le cas particulier des désignations en National 3. Son groupe est déjà identifié, il y aura 4 référents, il y aura 2 formateurs, il y aura 3 arbitres qui évoluent dans des zones où il manque d'arbitres et ils nous présenteront leurs propositions au premier trimestre 2022. Donc pour parler du premier trimestre 2022, nous remettrons en place en fait les sessions de formation en ligne pour les officiels de table de marque avec les nouveaux contenus adaptés avec le module de résultats. Donc ça, c'est un point important pour la reprise du premier trimestre. Et enfin, il y a le règlement des officiels de match de roller hockey qui devrait voir le jour fin décembre.
et donc pour une proposition de vote courant 2022. Donc en synthèse, au niveau arbitrage, les efforts conjoints de tous les acteurs que Johan anime montrent qu'on franchit des étapes importantes. D'ailleurs, ce fait est largement reconnu et apprécié au niveau de la fédération elle-même, au-delà de notre seule discipline. Et donc, ce que l'on lance au niveau du roller hockey donne des idées ailleurs. Et pour consolider et pérenniser le travail accompli, nous avons, nous, au niveau de la commission, la volonté que Johan puisse s'appuyer à l'avenir sur de nouveaux intervenants pour l'aider sur les points cruciaux dont on a parlé, donc le développement, la formation et puis les désignations. Voilà François pour l'arbitrage. Alors, je vais parler avec caméra et surtout le micro, ce sera beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques à l'arbitrage, en tout cas à la présentation qui vient d'être faite? C'est le moment, c'est parfait ça. Quand il n'y a pas de questions, c'est que tout va bien. Non, je sais pas, parce qu'il faut peut-être pas généraliser comme ça. Bon, du coup, je vais reprendre le fil de la présentation. Je reprends le partage d'écran. Voilà. Je préférais couper la présentation. Je me dis que c'est plus agréable de voir les gens qui parlent que de rester face à la même diapo. Tac. Alors, je reprends la suite. Si ça veut bien passer. Donc, la gestion des compétitions ou des opérations, mais c'est vrai que le gros de la gestion des opérations, c'est quand même gérer les compétitions et tout ce qui les entoure. Déjà, je vais venir sur un premier point où on a eu un déficit de communication. On aurait dû communiquer plus tôt, mais à un moment, quand on a vu cette visio arriver, on va l'expliquer. On s'est dit qu'on allait l'expliquer à ce moment-là. C'est la Coupe de France de cette saison. C'est vrai que moi, j'ai eu pas mal de questions à ce sujet-là et c'est tout à fait normal, puisque cette année, elle est réservée qu'à l'élite. Je vais expliquer pourquoi. En fait, comme la situation sanitaire s'améliorait en fin de saison dernière, mais on n'était absolument pas sûr de ce qui se passerait cette année. Puis, de toute façon, on n'est toujours pas plus certain de quoi que ce soit. Donc, on s'est dit il faut alléger le calendrier. À partir de là, la première façon d'alléger le calendrier le plus simple, c'était d'enlever la Coupe de France. Déjà parce qu'on gagne pas mal de dates en faisant ça et donc des possibilités de report. Mais en plus, la Coupe de France, c'est une compétition qui est assez tendue à organiser parce qu'il y a une période où on enchaîne des matchs tous les 3 semaines, enfin des tours plutôt toutes les 3 semaines, et le moindre report devient très compliqué à remettre en place. Donc, ça nous semblait compliqué de la garder dans ce cadre-là. Ensuite, on a quand même voulu maintenir l'événement Carpentier, mais avec une préférence à la base sur la fin de saison. Plutôt sur le mois de mai-juin, chose qui n'a pas été possible parce qu'on n'avait pas la salle, on n'avait pas du tout de dispo de salle à ce moment-là. Donc, par contre, la mairie de Paris nous disait clairement qu'aux dates habituelles, c'était imaginable. Donc, on a maintenu Carpentier finalement sur sa date habituelle, c'est-à-dire grosso merdo la mi-mars. Après, à ce moment-là, on est aussi revenu sur le fait de mettre en place une autre compétition que la Coupe de France pour des questions de visibilité et aussi de qualification en Coupe d'Europe. On a préféré garder l'appellation de Coupe de France. Dans un premier temps, on voulait la réserver au N1 et à l'élite. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est aperçu que c'était très compliqué de qualifier certaines équipes de N1. On ne pouvait pas toutes les mettre. Ou alors si on les mettait toutes, il fallait faire un tour préliminaire et finalement on gagnait assez peu de dates. Donc de fil en aiguille, ne trouvant pas de choses qui étaient parfaites pour faire rentrer la N1 et qui créait pas d'inégalité, on a préféré pour cette saison, et j'insiste uniquement pour cette saison, de faire une Coupe de France avec que les clubs élites. Ce n'est absolument pas censé perdurer. On m'a posé plusieurs fois la question en vis-à-vis. C'est exceptionnel. Alors, je ne dis pas que l'an prochain, si la situation sanitaire n'est pas très différente, peut-être qu'on arrivera à la même conclusion, mais ce n'est pas du tout dans notre intention.
L'intention, c'est vraiment de retrouver le plus rapidement possible une vraie Coupe de France avec tous les clubs de roller hockey nationaux, du territoire national. Clairement, je comprends qu'il y ait eu des questionnements là-dessus. Il y a eu un manque de com, je m'en excuse, et du coup, on le fait ce soir. Ensuite, sur l'année, évidemment, c'est ce qu'on disait en introduction, on a été marqué par la gestion du Covid. Donc l'an dernier, on a quand même pas mal bossé. Alors, au final, ça a servi à rien, mais j'ai envie de dire, c'est presque pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'est grave pour les clubs et les pratiquants, mais c'est pas grave que nous on ait bossé pour rien. On avait sorti pas mal de scénarios possibles en cas de reprise. Évidemment, comme vous le savez, on n'a jamais pu enclencher la machine. On a quand même, l'an dernier, on avait déjà mis des mesures transitoires, notamment des assouplissements de championnat qu'on a remis cette année. Alors après, je ne vais pas vous cacher qu'on a quelques retours négatifs parce qu'il y a peut-être des abus qui existent à ce niveau-là. C'est toujours dommage, cette impression dès qu'on relâche un peu la bride, il y en a qui profitent. C'est frustrant. Ça va se tasser de soi-même parce qu'on va arriver sur la règle des 6 matchs maximum dans une division, enfin pour pouvoir jouer dans la division d'en dessous, donc ça va se tasser. C'est vrai que ça fait réfléchir. C'est un peu dommage qu'on soit obligé de toujours serrer la bride comme ça. On a bien entendu les retours qu'on a eu là-dessus, de joueurs qui sont, par exemple de joueurs élites qui se retrouvaient en pré-national, mais d'un autre côté, c'est quoi un joueur élite? Quand il n'y a pas d'autres équipes de réserve que la pré-nationale, c'est pas forcément illogique pour compléter que ce soit des joueurs élite. Voilà, s'il n'y a pas d'autres joueurs, effectivement, ça peut être des joueurs élites. C'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, vous dire qu'on a fait ça pour avant tout permettre aux équipes de jouer, qu'on ne se retrouve pas bloqué sur des points de règlement quant au nombre de joueurs ou l'interdiction de jouer 2 matchs le week-end pour les seniors. Ensuite, les tarifs d'inscription, donc on a fait un gros effort financier, mais qui me semble être juste sur les tarifs d'inscription, sur le fait de ne pas prendre la CCD. Alors c'est normal, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. C'est quand même un gros effort et puis une remise sur les tarifs. Ensuite, deux autres petits points qui ne sont pas de notre fait, mais qui sont du niveau fédéral. Donc un nouveau module de résultats qui maintenant est complet. Alain, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais il me semble qu'avec la signature des feuilles, on est... Il reste une seule étape, c'est toutes les statistiques individuelles des joueurs. Voilà, il reste les stats individuelles, mais sinon on est à peu près au bout. On a fait ça progressivement parce que si on mettait tout en place, on n'était même pas sûr que la machine suive derrière. Donc il y a eu un beau boulot au niveau du siège pour que ça marche. Ça a été fait dès la rentrée et puis aujourd'hui, on n'a pas trop de problèmes liés à ça, voire quasiment pas. Donc ça c'est plutôt une satisfaction. Et puis je voulais juste, alors pareil, je pense que tout le monde connaît. Je partage encore? Non, je partage plus. Je voulais juste revenir sur... Hop, je vous fais là le partage d'écran. Sur une amélioration très nette qui a été faite sur le site fédéral, peut-être encore une fois que tout le monde connaît, qui est la page Gérer mon club, qui est en 2 parties. Donc là déjà, vous avez un guide des dispositifs d'aide. Donc souvent, on ne sait pas trop à quelle subvention on est éligible. Donc là, vous avez un résumé. Je ne vais pas rentrer dans tous les items, mais on retrouve tout sur une seule page. Et puis l'autre partie, c'est la gestion documentaire. Où là, on a géré ma saison sportive. On va avoir les tarifs, les licences, les règlements, mais ça renvoie sur l'ancienne page de règlement. On a des kits pédagogie, enfin des actions pour recruter et fidéliser. Hop, voilà, par exemple les rollers mix, les roues fédérales, le roulé glissé, on retrouve tout ça sur une même page. Avant, on avait un peu de mal à retrouver entre Rollscanet, le site, ce qu'on avait pu recevoir, c'était un peu compliqué de s'y retrouver. Aujourd'hui, on a tout sur une seule page. Honnêtement, ça s'est bien fait et personnellement, je m'y retrouve beaucoup mieux qu'avant. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage très très vivement à aller voir. Et pour le futur,
Et je suis revenu sur l'arbitrage. Et donc pour le futur, après, bon, sur la gestion des opérations, il n'y a pas de révolution au niveau réglementaire de prévu. La seule chose qui risque de nous occuper de manière importante, c'est en cas de reprise de l'épidémie, ça, elle est là, mais c'est surtout en cas de reprise des restrictions, de couvre-feu, de choses comme ça, où il faudra qu'on s'adapte. Eh bien, on s'adaptera. Notre objectif pour cette saison, c'est surtout de pouvoir produire des classements en fin d'année euh, pour, euh, pour avoir, j'ai envie de dire, une montée, une respiration entre les montées et les descentes qui soit à peu près normale et pas comme on a pu faire l'an dernier où c'était très adapté à la situation. Mais moi, j'assume pleinement. Hein, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Donc, bah, voilà, on verra comment on s'adapte, mais on s'adaptera aux besoins. Et puis, le mieux, c'est qu'on n'ait pas à s'adapter, mais on va rester optimiste, dirons-nous. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là? Éléonore, des questions dans le chat? Vous pouvez, ah oui, j'ai peut-être oublié de vous le dire au début, vous pouvez poser des questions dans le chat, hein, il n'y a pas de souci. Alors pour l'instant, non, pas de questions. Ok, alors je suis en partage, donc je ne vois pas les mains qui se lèvent. Allez, bon, on va passer au point suivant. Ah ben tiens, Éléonore, c'est pour toi. Je te laisse la parole. Tu me dis si tu veux passer au slide suivant. Oui. Ça marche. Alors, voilà. Donc, moi, je suis Éléonore Venin. Je suis chargée de la valorisation du haut niveau à la commission. Alors, derrière ce mot valorisation du haut niveau, il y a deux dimensions. D'une part, la communication et d'autre part, véritablement la valorisation en tant que mise en scène du roller hockey de haut niveau. Donc, notre objectif, c'est d'augmenter la visibilité des athlètes remarquables de notre discipline auprès de l'ensemble de la communauté du roller hockey. Et on a pris le parti de personnaliser la communication sur les athlètes, et notamment les athlètes de la Ligue Élite, pour que les jeunesses, notre public principal et notre cible principale, ce sont les jeunesses, que les jeunesses aient des points de repère dans la Ligue Élite, qui se familiarisent avec ces athlètes de haut niveau, qui ait une familiarité qui se développe. On pense que c'est chouette pour eux de pouvoir se projeter, de pouvoir rêver. Et pour tous les petits-enfants qui pourront venir à Carpentier pour faire leur tournoi, eh bien, ils auront, on l'espère, des étoiles dans les yeux en croisant leurs athlètes promus ambassadeurs de la Ligue Élite. Donc, en même temps qu'on a eu cette réunion, il y a eu un changement de look sur les réseaux sociaux de la Ligue Élite, donc sur le Facebook et sur l'Instagram. Si vous allez consulter, vous verrez qu'on a la première bannière présentant 10 représentants des clubs élites. Et c'est un premier pas vers la personnalisation de cette communication du roller hockey de haut niveau. Est-ce que je ne vois plus le document, François? Mais bon, je peux dérouler de mémoire. Autour de la valorisation du haut niveau, un groupe de travail a été fait. Et ce groupe de travail est composé de parties prenantes qui peuvent très, très légitimement parler du roller hockey de haut niveau. Donc, déjà, des athlètes de la Ligue Élite et équipe de France, des présidents de Ligue Élite, entraîneurs niveau élite, et toutes ces parties prenantes complémentaires réfléchissent à des initiatives qui permettraient d'améliorer la communication, mais aussi l'expérience du roller hockey de haut niveau. Donc là, ça me permet de rebondir sur le volet valorisation de la Ligue Élite. Un de nos objectifs, c'est d'améliorer l'expérience de match. Donc pour l'instant, on est toujours en cours de réflexion. Il y a plein de bonnes idées qui émergent, plein de problématiques qui émergent également avec ces bonnes idées, mais c'est prometteur. Je trouve que ce groupe de travail est vraiment productif, constructif, et surtout, on voit qu'il y a des choses concrètes qui sortent. Pour revenir à la communication, dans les choses très concrètes qui sortent, eh bien, il y a un album de vignettes qui sort, qui est actuellement en cours de production. Et cet album de vignettes va permettre de couvrir tous les clubs de la Ligue Élite, de pouvoir avoir les vignettes des équipes de France, revenir sur l'expérience incroyable de l'équipe senior féminine au mondial. Et je vous en dirai, je peux vous en dire un mot là, François, si tu passes sur la…
sur la slide suivante. d'après, comme ça vous permettra de voir un petit peu plus le concret. Alors, si ça veut bien. Alors ça, typiquement, c'est issu de plusieurs mois de travail du groupe de travail sur la valorisation du haut niveau. Donc, vous voyez qu'il y a cet album de vignettes de la Ligue Élite et des équipes de France qui est actuellement sous presse. Donc, il va sortir là de façon imminente. Et en plus de présenter des vignettes par club élite et par équipe de France, il y a aussi cette dimension pédagogique que l'on a souhaitée. On n'oublie pas que notre site principal, ce sont les jeunesses. Donc, vous voyez en bas à droite, typiquement, il va y avoir 2 pages qui vont présenter des gestes importants de l'arbitrage et puis valoriser le rôle de l'arbitre. Il va y avoir d'autres, alors je ne vais pas tout vous dévoiler, mais il y a vraiment une visée pédagogique pour que le lecteur, le propriétaire de son album, puisse lire, découvrir, apprécier toute la richesse de son sport et comment il est pratiqué au haut niveau. Voilà, vous voyez, à travers des initiatives comme ça, c'est de la proximité que l'on souhaite développer. Donc, plein de choses sont en cours de préparation. Vous allez voir quelques changements. Vous avez vu déjà là aujourd'hui sur les réseaux. Et on verra en fin de saison si les jeunes connaissent mieux les grands athlètes du roller hockey. Donc voilà pour une de ces initiatives. Je peux peut-être dire quelques mots de Carpentier. Le faut. Voilà, donc il le faut. Donc Carpentier, ça c'est vraiment le grand événement, c'est le grand rendez-vous à ne pas manquer. Et encore plus cette année, puisque déjà on l'attendait, hein, on était sevrés de Carpentier, là, maintenant on l'attend. Et surtout parce qu'il est conçu par un groupe de travail, un autre, qui est aussi synergique avec le mien, pour que Carpentier soit véritablement une fête. Il va y avoir des animations réfléchies. Il y a véritablement, ça va vraiment être un moment très intéressant et très festif. Et le rapprochement des athlètes et des jeunesses, c'est également quelque chose, une dimension qui va être très présente à Carpentier 2022. Donc, de façon très concrète pour Carpentier, vous allez avoir, je crois, dès demain, un mailing en primeur avec l'annonce de l'événement. Et quand la billetterie sera prête dans les prochains jours, et un premier pack de Noël sera proposé à la vente avec un tarif club, enfin voilà, quelque chose qui est accessible pour permettre la participation du plus grand nombre. Voilà, donc ça va vraiment être un grand moment Carpentier 2022. On espère que beaucoup de monde sera présent. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour à peu près. Ouais. Éléonore, il y a une question dans le chat de Jason Bessière qui demande, comme il n'y a pas de Ligue Élite filles, comment faire rêver nos filles? Ah, mais c'est une très bonne question. Je suis ravie que vous l'ayez posée. Vous verrez que on a demandé à chaque club élite de désigner 2 ambassadeurs. Et parmi ces ambassadeurs, il y avait des ambassadrices. Et on a trouvé ça tellement remarquable de mettre de la lumière sur les ambassadrices qu'on a les 3 filles de la Ligue élite qui seront mises en valeur dans nos communications. Donc là, dans la bannière actuelle, c'est pas de bol, c'était la bannière avec les maillots foncés et les filles étaient toutes en clair. Donc, dans la seconde bannière, vous verrez les 3 femmes de la Ligue Élite. Mais on ne les oublie pas. Ouais, sur les filles, effectivement, il y a quand même une place qui est non négligeable parce que non, c'est pas parce que, mais on profite quand même de ce titre de championne du monde. Donc, dans cet album, il y a une place qui leur est réservée. Il y a plusieurs filles effectivement qui sont ambassadrices de leur club, enfin de leur équipe élite. Vous pouvez les voir d'ailleurs. Il y a une publication Facebook qui est sortie hier sur le moment où on a pris les photos. Je sais plus si c'était sur le site Ligue Elite ou sur le site de la commission, sur la page de la commission ou sur la page Ligue Elite. Mais en tout cas, voilà, c'est visible. Voilà, il y a une photo justement où on les voit toutes les 3 qui faisaient un cliché particulier avec le maillot Ligue Elite. Donc voilà, c'est pas un sujet oublié, le sport féminin, c'est pas un sujet oublié non plus, mais on en reparlera plus tard. Enfin plus tard, dans pas très longtemps d'ailleurs. Donc, alors c'est tac. Moi j'ai décorrélé mes
Mes deux PowerPoint. Donc, la partie... je reviens en arrière. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur la partie valorisation du haut niveau? A priori, non. Mais n'hésitez pas à en surveiller le chat si vous avez des questions. Ok. Du coup, on va passer à la suite sur la partie développement et accompagnement. On va pas présenter tout à fait les choses comme c'est indiqué sur la slide qui est là. Je vais commencer par les échanges avec les commissions régionales. Donc, l'an dernier, sur la période allant de janvier à juin, on a eu plusieurs rendez-vous avec les commissions régionales. Alors, effectivement, moi, je suis responsable de ma commission régionale aussi, mais c'est pas pour ça que je dis ça. Je pense que c'est un maillon essentiel du développement, il faut travailler avec elles, il faut créer de l'échange entre elles. Donc, on a fait toute une série de visios, ce que je vous disais sur la période de janvier à juin, sur différentes thématiques. On les a pas reprises tout de suite à la rentrée parce que la rentrée pour tout le monde c'est une période surchargée. Et je pense que c'était pas le bon moment pour en refaire. On reprendra un cycle à partir de janvier. Il y a quelques questions à traiter et je vais même vous avouer que je réfléchis de plus en plus au rôle des commissions régionales parce que je reste persuadé que c'est quand même un acteur central dans le développement et qu'on connaît aussi beaucoup de situations où les bénévoles sont un peu livrés à eux-mêmes et c'est très compliqué. Il y a plein de commissions régionales qui font vraiment un super boulot, qui font des trucs intéressants et du coup c'est dynamique, ça marche bien. Et puis il y en a où je remets pas du tout en cause les bénévoles qui s'en occupent, mais souvent parce qu'ils sont un peu seuls. Ils ont beaucoup de mal et du coup voilà, c'est les régions qui en pâtissent. On peut toujours dire que c'est au club de se mobiliser, mais bon, voilà, c'est pas si simple. Et vraiment, j'insiste, hein, quand je dis ça, je jette pas du tout la pierre aux quelques responsables qui s'en occupent. Mais souvent, voilà, on voit des responsables qui sont un peu isolés et voilà. Donc, nous, on réfléchit à comment leur apporter une aide. Pour la suite, on va aborder les questions. Alors, je ne sais plus par quoi on commence. Allez, les nouveaux formats de compétition. Je laisse Geoffroy Tijoux peut-être te présenter et puis présenter ce projet qu'on a pu voir en place depuis la rentrée. Si Geoffroy est parmi nous. Voilà, moi je suis là. Ok. J'ai juste un petit problème d'écran, mais ça devrait aller. Mon deuxième écran s'est éteint. Ah si, c'est bon, c'est revenu. Donc bonsoir à tous, Geoffroy Tijoux. Moi je suis cadre technique au sein de la fédération. Je travaille sur à la fois le haut niveau avec l'équipe de France senior homme et sur le développement, les actions de développement en direction de la jeunesse. Donc c'est à ce titre-là qu'on m'a demandé ce soir de vous présenter, alors très rapidement, parce qu'il y a déjà eu des sessions de présentation qui ont été faites aux ligues et aux clubs au mois de juin. Donc présenter ces nouveaux formats de compétition, voilà, qui ont été une nouveauté sur cette saison. C'est un travail qui a été mené durant une longue période par la direction technique nationale roller hockey, donc Bernard Séguy ici présent, Éric Perraudin, Hugo Rebuffet et moi-même. Donc voilà, un chantier qui a duré plusieurs mois en concertation bien sûr avec la commission sportive, mais aussi avec une commission de parties prenantes composée d'entraîneurs et de dirigeants. Je crois que certains sont là ce soir, j'ai vu Babette notamment. Voilà, donc le document vraiment de présentation des nouveaux formats est sur le site de la fédération. Donc je vous ai mis le lien, mais je pense que vous l'avez reçu par divers envois. Je mets le document. Je vous le présente 2 secondes. Ça se présente sous forme de flipbook et je vous invite très très fortement à vous y référer parce qu'en fait toutes les infos y sont. Voilà. Donc je vous montre vraiment si vous l'avez pas vu là sur tout ce qui est jeunesse, si vous comprenez pas ce qui se passe, enfin ou en termes de règles, si vous avez des doutes, vous allez voir, vous avez les réponses. Et je rends la parole à Geoffroy. Et je veux bien que tu passes à la diapo suivante, s'il te plaît, François. Donc, alors, les raisons qui nous ont amenés à faire évoluer les formats de compétition.
La première chose, c'est d'augmenter le nombre de rencontres pour les jeunes, faire en sorte qu'ils jouent plus souvent, plus fréquemment, et qu'ils aient plus de matchs à se mettre sous la dent lors d'une saison de roller hockey. C'est également permettre à chaque joueur de bénéficier d'un temps de jeu suffisant au service de sa progression. Donc, ça rejoint l'augmentation du nombre de rencontres. Mais ça rejoint aussi, alors je vais passer au point 4, la régulation des écarts. Non, pardon, au point, au point 3, c'est réguler les enjeux liés à la compétition pour que ça bénéficie à un maximum, enfin, pour que ça bénéficie au développement d'un maximum de joueurs. C'est-à-dire qu'en augmentant le nombre de rencontres et en faisant en sorte aussi de réguler, de baisser les enjeux liés à la compétition jusqu'à U13, on pense avoir trouvé les moyens de faire en sorte que chaque joueur licencié puisse avoir un temps de jeu suffisant. J'y reviendrai tout à l'heure. Réguler les écarts de niveau entre les équipes. Donc voilà, on a constaté aussi, ça faisait partie vraiment de l'état des lieux, sur le fait qu'on observait des écarts de niveau assez importants entre les équipes. Donc on a essayé de travailler là-dessus. Et comme l'ont fait voilà, beaucoup de sports collectifs avant nous, on a essayé vraiment de réfléchir à des formats de compétition qui soient au service des priorités de développement de chaque catégorie d'âge. Donc ce projet-là, c'est vraiment, voilà, on va dire, la première pierre. Il y a d'autres chantiers en réflexion. Mais on va essayer sur chaque projet de respecter des grands principes qui nous ont guidés sur ce premier chantier et qui nous guideront sur les prochains, avec des principes tels que l'équité, le plaisir, l'éducation, le développement global, la progression. Voilà, même si on parle de plaisir, qu'on régule les enjeux liés à la compétition, on est quand même sur une logique de progression. Voilà. Quand on cherche à augmenter le nombre de rencontres, c'est aussi pour favoriser la progression. Et donc une compétition au service du développement de l'enfant. Donc voilà, on a essayé de mettre vraiment, voilà, sur vraiment la durée de notre réflexion, l'enfant au centre de nos préoccupations. Voilà, volontairement, on a pris en compte les clubs, on a pris en compte les parents, on a pris en compte voilà, tous les acteurs, les arbitres, tous les acteurs qui sont liés à ce projet. Mais on a mis l'enfant au centre de nos préoccupations pour faire en sorte de réfléchir par rapport à cet acteur-là. On peut passer à la suivante, François. Donc, vous retrouverez dans le guide, hein, vous l'avez certainement déjà regardé, les particularités, vraiment l'identité des formats de compétition U7, U9, U11 dans un premier temps, puis U13 dans un autre temps. On voit, on peut brosser les deux en même temps, hein, qu'on est vraiment sur un esprit de convivialité sur les U7, U9, U11. Vraiment le plaisir avant tout, faire en sorte que les plateaux soient une fête, soit vraiment un plaisir sur les premiers plateaux que vont rencontrer les enfants. Et on va partir sur une pratique un peu plus compétitive, voilà, vers une pratique compétitive en U13. On va préparer progressivement les enfants à aller vers la compétition qui commencera réellement à partir de U15 avec le retour du championnat de France à partir de U15. On a demandé aux ligues aussi de se mobiliser pour faire en sorte qu'il y ait plus de plateaux dans la saison. Donc on est sur un objectif qui a été donné aux ligues de 6 à 8 plateaux dans la saison sur les U7, U9, U11. Donc 6 plateaux pour les U7, U9 et 8 plateaux pour les U11. Et 10 plateaux sur la catégorie U13. Voilà, on est sur des objectifs assez ambitieux, mais voilà, on considère aussi que voilà, lorsque l'enfant va hésiter entre le basket et le roller hockey, est-ce qu'il ne va pas pencher vers le basket si tous les week-ends ça joue au basket et si au roller hockey ça joue une fois tous les 2 mois et que le premier plateau démarre en novembre, ce qui est une réalité actuellement. Donc voilà, on essaie de progresser avec les ligues là-dessus.
Un jeu qui passe à 3 contre 3 en largeur pour les U7, U9, U11, et on est sur du 4 contre 4 grand terrain sur les U13. On met en place aussi un système de sonnerie. Voilà, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. L'idée, c'est de faire en sorte que tout le monde participe et non pas les meilleurs. On a aussi constaté qu'il y avait des abus, pas partout, pas tout le temps, mais de façon assez régulière, voilà, de temps de jeu qui sont vraiment démesurés pour les meilleurs joueurs et de temps de jeu qui sont trop réduits pour ceux qui démarrent et qui peuvent du coup se démotiver et arrêter trop rapidement. On est sur une logique aussi de fidélisation. On a besoin d'étoffer, voilà, notre sport a besoin d'être étoffé en termes de licenciés et il faut fidéliser tous les enfants voilà, pour qu'ils restent et qu'ils prennent plaisir dans leur discipline. On a cherché aussi à rendre des plateaux plus dynamiques, à chercher aussi voilà, à faire en sorte que ce soit rythmé, qu'il y ait une continuité du jeu. Voilà, donc à chaque sonnerie, ça joue, on n'arrête pas le jeu. Et voilà, on arrive à des plateaux. Alors voilà, les premiers plateaux qui ont eu lieu en ce début de saison, c'est vrai que c'est voilà, un objectif qui est en train d'être atteint. Les gens ressentent cette évolution. Un résultat relativisé, voilà, jusqu'à U13, on relativise le résultat. On n'est pas sur une logique de qualification de compétition. On est sur une logique de progression, mais on enlève cette pression qui peut être mise sur les enfants d'aller gagner et aussi pour l'entraîneur de sauter des étapes dans les apprentissages en travaillant des choses qui ne sont pas des priorités sur les petites catégories, mais dont on aurait besoin pour aller gagner des matchs. Je pense par exemple à voilà, des situations de supériorité numérique ou de jeu collectif. On est vraiment sur voilà, des besoins d'apprentissage sur ces catégories-là qui sont vraiment de l'ordre de la technique individuelle. Et dès lors qu'on met en place des enjeux liés à la compétition, on va chercher à développer très rapidement le collectif et ce n'est pas la priorité. Ce sera la priorité un peu plus tard. Voilà, à partir de U13, on commence et U15, U17, on est un peu plus dedans. Mais sinon, on arrive avec des joueurs qui arrivent avec des lacunes individuelles et qui sont difficiles à rattraper à partir d'un certain âge. Voilà, et puis des logiques aussi de prêt de joueurs possibles pour éviter les forfaits. C'est-à-dire qu'on a constaté aussi qu'il y avait beaucoup de forfaits. Il faut vraiment qu'on minimise, qu'on limite au maximum le nombre de forfaits et qu'une équipe, qu'un club qui n'a pas assez de joueurs sur un plateau vienne quand même et on s'arrange avec les autres équipes présentes. Voilà. Voilà pour les particularités de ces formats pour ces ces 4 catégories. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, François, s'il te plaît. Pour compléter ces plateaux, on a mis en place un système où on a demandé aux ligues de ne pas positionner de journées de championnat sur certaines dates de la saison qui correspondent au week-end d'entrée en vacances pour que les clubs puissent organiser ou participer à des tournois dans le but de croiser, de voir autre chose. De voir autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir sur les plateaux et notamment rencontrer de nouveaux adversaires, pouvoir se déplacer, pouvoir organiser un déplacement, peut-être à l'autre bout de la France, avec son équipe et passer un gros week-end de tournoi avec beaucoup de rencontres et là, rentrer peut-être un petit peu plus sur la logique de compétition avec un classement de tournoi. Voilà, ce qui fait qu'actuellement, on a quelques organisateurs qui sont positionnés sur les différents tournois, donc les tournois de Noël, tournois d'hiver, tournois de Pâques et tournois d'été. Donc là, pareil, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la fédération. Encore, voilà, il est encore possible de postuler, c'est même pas de déclarer, c'est d'informer la fédération que vous organisez votre tournoi sur ces dates-là. Et la fédération se charge vous accompagne dans la communication. Vous avez dû voir une vidéo qui est passée la semaine dernière avec un joueur élite qui
déguisés en Père Noël pour promouvoir les tournois de Noël. Il y aura la même chose pour les tournois d'hiver et ainsi de suite. L'idée vraiment, c'est voilà, de faire en sorte d'aider les organisateurs à faire connaître leurs tournois et en espérant que, voilà, que ça fonctionne parce que voilà, voilà, si on prend l'exemple de Carpentier, alors je dis pas que ce sera des tournois comme Carpentier parce que il n'y a pas la même infrastructure, mais ça reste des super moments, des souvenirs mémorables pour les enfants et pour les parents. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter cette page-là et aller voir s'il y a un tournoi qui peut vous intéresser. Actuellement, on a des tournois U11 et U13 qui sont identifiés. Donc voilà, ce serait bien que ces tournois puissent avoir lieu et qu'il y ait assez de participants pour qu'on valide un petit peu cette énergie à disposition de la jeunesse, parce que voilà, il y a des choses à faire pour que ça évolue dans le bon sens, mais pour ça, on a aussi besoin que les clubs s'engagent. Voilà. Et puis pour terminer, des projets en réflexion avec des formats U15, U17 qui sont amenés aussi à évoluer. Donc voilà, c'est en réflexion. Je ne saurais pas vous dire quand est-ce que ça sera mis en place. Est-ce que ce sera la saison prochaine? Je l'espère, mais voilà, on a des étapes encore à valider. Et puis voilà, en réflexion aussi des outils pédagogiques à destination des clubs et éducateurs pour aider les clubs voilà, à mieux encadrer les jeunes, toujours dans cette optique de fidélisation, en complément de la formation, des formations fédérales. Okay. Merci Geoffroy. Je m'entends en écho. Est-ce qu'on a des questions particulières sur ce dispositif? Je ne sais pas si le mot dispositif est le bon, mais... Non, ni par écrit, il n'y a pas de main qui se lève parce que moi je ne vois pas le... Non, eh ben on va passer à la suite. Allez, Clément. Oui, bonsoir à tous. Donc Clément Debert, je suis nouvel entrant au niveau de la commission roller hockey. Je vais vous parler ce soir plus des outils fédéraux et de promotion. On va commencer par le street hockey. Comme chacun le sait, donc après cette période de confinement, donc on a su revenir un peu aux sources, donc à revenir en extérieur, trouver de nouveaux terrains, trouver des idées pour justement être visible, pour continuer encore l'activité qui était plus possible au niveau des gymnases. Donc justement, certains clubs ont pu se référencer via une plateforme qui a été créée, auquel Johan Labreux est en charge. Donc vous retrouvez le lien de la fédération et le lien direct de cette partie, de ce site dédié. Donc street hockey, donc c'est pas du roller hockey, on est bien d'accord qu'on simplifie le jeu. Donc vous retrouvez ici même les terrains en France qui sont répertoriés, les règles concernant l'activité. Donc on est bien d'accord que c'est pas les mêmes règles qu'en situation de jeu. On simplifie les choses pour rendre l'accessible, la pratique à tous, pour tout niveau, en donnant les conditions, comment fonctionner et de quelle manière on peut mettre en place ceci. N'oubliez pas, donc même si on arrive vers la période hivernale, certaines activités sont encore possibles, suivant nos lieux de pratique, ou à partir des beaux jours, si la période n'est plus envisagée pour vous. Par exemple, pour moi, étant dans le Nord, effectivement, ça risque d'être plus compliqué au niveau des aléas météorologiques. Mais n'oubliez pas que cette action est totalement possible en dehors de votre gymnase. Certains en ont profité pour trouver un nouveau playbook, trouver de nouveaux adhérents et pourquoi pas effectivement avoir une continuité avec de nouveaux groupes, une nouvelle dynamique. Donc c'est un bel outil qui permet justement de se montrer à l'extérieur. Si tu souhaitais rajouter d'autres choses, Johan, n'hésite pas. Non, c'est bon, c'est parfait. Non, c'est bon. Ok, moi, je vais juste rajouter un petit mot là-dessus. Déjà, remercier Johan pour le travail effectué parce que c'est effectivement Johan Labreux qui a fait tout le travail de développement sur le street. Et rappeler aussi que le street, ça n'a pas été pensé que pour être un outil pour affronter le Covid
et donc avoir une pratique extérieure. La pratique extérieure, c'est aussi quelque chose qui nous permet de gagner en visibilité. C'est ce que je dis toujours quand on voit des gens jouer au foot en passant dans la rue, personne ne se retourne, on est habitué. Dès qu'il y a du roller hockey, même sous forme de street, c'est tout de suite les gens se retournent et s'il y a des gardiens encore plus. Donc on a perdu, enfin évidemment on a gagné une qualité de pratique incroyable en allant dans les salles et en équipant les salles. Mais quelque part, on a aussi perdu en visibilité par rapport à ce qui pouvait se faire il y a 15 ou 20 ans, où finalement, on avait une possibilité de voir des gens jouer au hockey à l'extérieur. Voilà. Et donc, il y a aussi ce côté-là. Donc, moi, je vous encourage vivement à faire des tournois de street quand les beaux jours reviendront. Peut-être même dans le sud, il arrive de pleuvoir. Donc, voilà, on fera peut-être attendre une période plus estivale, mais vraiment pour gagner en visibilité, c'est un outil qui est intéressant et voilà pour se faire connaître. Et ça peut être aussi au niveau des ligues et des comités départementaux. Ça peut être une occasion de proposer, enfin d'avoir de l'offre de pratique, soit vers des nouveaux publics, soit peut-être vers des clubs qui ne sont pas encore entrés dans la compétition, et puis aussi des moments pour se faire rencontrer des gens de différents niveaux, des joueurs qui peuvent être en élite, en N1, avec des joueurs de N3 et de Régio qui n'ont pas forcément l'occasion de se croiser sur les terrains. Voilà, ça peut être une bonne occasion de créer du lien aussi. Voilà. Donc il n'y a pas que le côté, il ne faut pas voir ça, si la crise sanitaire est passée, en espérant qu'elle passe, se dire ouais, ça ne sert plus à rien, le street ici, il y a vraiment plein d'enjeux autour de cette pratique, il ne faut pas hésiter à aller dessus. Voilà, et du coup... Et ça permet surtout d'avoir des créneaux supplémentaires qui peuvent être bloqués par rapport aux demandes de fait au niveau des collectivités. Donc c'est un outil complémentaire, déjà que par rapport à ce que vous faites habituellement en club. Et pour la suite, donc là on va parler du Kids Hockey, donc un outil fédéral qui a été mis en place depuis, on va dire, moins d'un an, auquel une trentaine de clubs ont déjà adhéré au niveau des clubs de roller hockey. Donc ça vous permet de faire, par exemple, sur une journée de porte ouverte ou une initiation, d'avoir des outils, des goodies pour récompenser donc l'enfant qui vient être initié, et pas que les enfants, ça peut être les adultes. Donc vous avez sur le lien au niveau du site de la fédération, auquel vous retrouvez des affiches, des flyers, des diplômes numériques auxquels vous pouvez vous-même personnaliser pour faire la promotion via les réseaux sociaux, déjà pour mettre en avant justement ce type d'action. Et le jour même, vous pouvez donc justement récompenser les participants avec un petit bracelet qu'ils peuvent repartir avec, ainsi qu'un diplôme qui valorise justement cette initiation. Donc, ce qui est des outils qui sont pas mal. Donc, si vous ne faites pas justement cette inscription formulaire, vous ne recevrez rien. Donc, n'hésitez pas, c'est une chose qui est gratuite que la fédération met en place pour mettre en avant les hockey. Donc là, nous ne sommes pas les seuls, il y a également le ring hockey qui fait de même. Donc, n'oubliez pas de vous en servir. Vous pouvez vous en servir pour les journées portes ouvertes. Pour faire une action, par exemple, donc vous avez une école de roller, vous voulez mettre en place une promotion sur le hockey, pourquoi pas effectivement continuer là-dessus. Également, donc vous pouvez intervenir dans le projet rouler-glisser, dans l'école, dans le périscolaire, à la fin du cycle, récompenser les enfants. Donc ça, c'est de bonnes choses et les gamins repartent généralement avec le sourire. Ça fait parler de vous et derrière, vous pouvez en plus argumenter avec justement les informations de club qui passent d'une action, d'une pratique régulière et qu'ensuite on puisse retrouver de nos adhérents au niveau des clubs, comme a dit Geoffrey, donc avoir un vivier plus important au niveau de vos effectifs pour ensuite les faire intégrer dans les nouveaux championnats jeunesse et arriver jusqu'à l'élite ou en équipe de France. Ok, merci Clément. Alors juste, il y a tout ce qu'on a parlé du roulé-glissé, du kids hockey, du street, tout ça c'est des infos qu'on trouve sur la page Gérer mon club. Typiquement, vous cherchez des infos, tac, vous allez sur cette page-là, vous les retrouvez assez facilement. Et encore une fois, j'insiste pour le kids hockey, comme disait Clément, vous faites une demande et vous avez le droit à des goodies, diplômes et bracelets.
et plus les PDF qui vous permettent de faire les affiches. Clément, tu me rappelles, on en donne des affiches ou pas? Je suis pas sûr. Hein. Alors, des affiches, non, on donne simplement les outils numériques pour justement les mettre à notre sauce, c'est-à-dire au niveau du nom du club, la journée, le jour, le lieu, pour justement mettre Ouais, aux couleurs du club en ayant une charte fédérale. ok. Oui, pour info, alors les affiches, on les avait pas fait parce qu'on se disait que c'était justement, ça avait un problème de personnalisation derrière. C'était pas forcément très opportun. Souvent, les clubs ont des relations avec des imprimeurs ou passent par les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'en reposant la question, j'ai souvenir du débat qu'on avait eu là-dessus et que c'était plus opportun finalement de vous filer des fichiers que de vous donner des affiches. Sur les questions de développement, il y a un autre sujet aussi alors que je compte, enfin, sur lequel je compte avancer cette saison, c'est la question de la pratique féminine. Alors évidemment, là, on sort un peu du bilan, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pas mal de trucs intéressants qui se passent au niveau des petites et des jeunes dans les ligues. Il y a des journées de rassemblement féminine. Alors des fois, c'est les ligues, des fois, c'est les clubs. Donc, c'est pas mal, voir si on peut généraliser un petit peu cette pratique, offrir un kit pédagogique un peu similaire à ce qu'on vient voir avec le kit soccer. Donc, mais là, je vous parle de choses qui sont sur lesquelles on n'a même pas commencé le travail. Avoir une réflexion sur la pratique des ados, parce qu'aujourd'hui, on a la Coupe des Ligues, je fais exprès de ne pas citer en catégorie, hein. On a la Coupe des Ligues U17 qui est bien, qui est une réussite, qui est sur un week-end. Est-ce qu'on peut l'étendre ou pas? C'est compliqué, ça prend des dates, mais de notre côté, c'est bien. Les équipes répondent assez présentes. Je crois qu'on a 9 équipes inscrites, c'était la même chose il y a 2 ans. Voilà, à voir si on peut faire plus. Et puis avoir une réflexion sur les championnats seniors. Peut-être qu'on arrivera à la conclusion que ils sont très bien et qu'il n'y a pas à les bouger. Peut-être à bouger les formules de championnat. Là, on s'est donné la possibilité de les changer toutes les années en fonction du nombre d'équipes inscrites. Donc là, on est parti sur une formule N1, N2 séparée cette saison. Est-ce qu'il faut la pérenniser? Est-ce qu'il y a des règles à aménager? Voilà. J'ai pas les réponses du tout. Je dis juste c'est des questions qu'il faut qu'on se pose pour essayer d'offrir ouais, bon, désolé, j'ai fait une répétition, mais pour avoir la meilleure offre de pratique possible pour les filles, c'est un public qui le mérite et qui est en plus une source de développement réel, quoi. Donc on va essayer d'améliorer grandement sur ce public-là, enfin, même si, aujourd'hui, je pense que c'est quand même intéressant ce qui se passe. Et puis mais les filles, voilà, c'est vraiment un public chouette et donc on peut essayer de faire avancer. Il n'y a pas de raison qu'on ne travaille pas dessus. Donc je pense que c'est bon à ce niveau-là. Donc j'ai vu une main se lever qui est celle de Rudy Ravix. Donc je vais vous laisser poser votre question. C'est le moment. Bonjour François. Bon, bonjour. J'imagine que tu attendais un peu cette question. Ouais, je pense voir venir la question. Pour développer la pratique féminine, il faut essayer de faciliter la tâche au club et surtout aux joueuses de ces clubs, parce que le club, nous, on s'en fout un peu. Mais quand je vois, bon, dans le championnat N1, j'ai beaucoup râlé à cause de ça, j'ai même été force de proposition. Vous avez tous eu, enfin ceux qui participent ont eu les propositions que j'ai faites et je n'ai toujours pas eu de réponse. Pourquoi on est resté bloqué là-dessus? Je m'explique. On joue à 7 équipes en championnat de France N1. Donc il y a 2 équipes de Reims, il y a Ris-Orangis, il y a Cherbourg, il y a Sénaux, il y a Saint-Médard et il y a Montpellier. Les 2 équipes les plus proches de Montpellier, c'est Saint-Médard qui sont à 500 km et c'est Sénaux qui sont à 377. Eh bien, on fait des plateaux, mais on fait aucun plateau à Saint-Médard, aucun plateau à Sénaux. C'est-à-dire que tous nos plateaux sont soit à domicile, soit dans les équipes les plus éloignées. J'ai trouvé ça un peu curieux. Moi, j'ai déjà fait des championnats jeunesse et la première chose qu'on fait, c'est qu'on élimine les équipes qui ont les plus grands déplacements. Quand j'étais en PACA Languedoc-Roussillon, il y a une chose qu'on ne faisait jamais, c'est que Montpellier n'allait pas jouer à Nice. Ou alors, ils allaient jouer à Nice, mais pas à Saint-Bonnet, etc. Et de même, Nice, ils allaient jouer à Aix, mais ils ne venaient pas à Montpellier. On essayait de faciliter les choses. Là, bon, manifestement, personne n'a voulu jouer le jeu. On est resté avec nos grands déplacements. Donc, moi, j'ai fait des propositions derrière, avec un planning que certaines personnes ont vu, et qui était beaucoup plus intelligent, entre guillemets. C'est-à-dire que les gens faisaient moins de déplacements. Et on ne m'a pas répondu, on m'a juste dit « votre réclamation a été rejetée, votre réclamation a été rejetée ». Alors moi j'ai 2 questions. D'abord, qui fait les plannings?
pourquoi on a refusé le mien et pourquoi on ne me donne pas de réponse à mes questions, Alors, d'explication. les plannings, c'est la commission. Je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai pas envie. Voilà, c'est des bénévoles, c'est plusieurs bénévoles. Après, pour répondre à cette question, c'est un sujet qu'on a pas mal travaillé. Effectivement, on a une réponse succincte. Ça s'est pas fait du tout en 10 minutes. Les propositions étaient intéressantes. Elles solutionnaient pas tout. Ça reportait des problèmes, ailleurs et ça en créait des nouveaux sur un changement de calendrier un peu tardif aussi. Par Donc, exemple. Alors, j'ai pas le détail. Franchement, Parce que moi, dans le détail, je peux dire, par exemple, je trouve curieux qu'on fasse les dates de championnat féminin aux mêmes dates que le championnat N2 et le championnat N3. Ce qui ne permet pas aux filles de pouvoir jouer dans les deux catégories. Alors, par exemple, nous, on reçoit le 8 et 9 janvier à Montpellier, et ben on a un match N3 à domicile ce jour-là. Donc, non, mais j'entends, mais sur je veux dire que le planning de base, il n'est pas mieux que celui que j'ai proposé. Ça, c'est clair. Non, mais je dis pas qu'il y a un planning qui est mieux que l'autre, c'est pas du tout mon propos. Alors là, comment ça s'appelle? La concomitance envers les différents championnats, c'est juste un enfer à faire. Il faut gérer les désignations, il faut gérer effectivement le fait qu'on puisse jouer dans différents championnats. Suffit que, alors il y a la question de la N2, N3, mais après ça rentre en concurrence avec d'autres championnats. On peut avoir, oui, mais il y a le U20, il y a des filles qui jouent en U20, il y a des filles qui jouent en N1, il y a des filles qui jouent en prénat. Okay. Et c'est vrai qu'il y en a peut-être plus qui jouent. Aussi. Voilà. Mais ouais, alors je ne le dis pas parce que c'est. Elles jouent en N2, N3. Hein. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup en N2, N3. Donc, est-ce que c'est gérable en toute situation? Franchement, non. Voilà, non. Après, est-ce qu'il y a peut-être trop de dates sur des N2, N3? Peut-être que c'est le cas. Moi, j'ai pas la réponse. Par contre, j'ai toute confiance dans les bénévoles qui le font. Et peut-être que c'est pas parfait ce coup-ci. On essaye de faire au mieux. On produit 8 calendriers. Alors, je dis un chiffre au pif, je sais même pas si c'est le bon. On produit un certain nombre de calendriers nationaux. Il faut les mettre en cohérence. Il faut les mettre en cohérence en fonction de ce que vous avez dit, les différents championnats. La question de l'arbitrage qui est primordiale, les désignations, c'est une des principales à prendre en cause. Là-dessus, il y a les vacances scolaires. C'est un exercice très compliqué de sortir un calendrier général. Ensuite, des calendriers particuliers, c'est aussi un exercice compliqué. Des fois, il arrive que peut-être c'est pas la meilleure solution qu'on ait ressortie. C'est imaginable sur celui des filles. Ensuite, le changer, c'est aussi très compliqué, ça pose de nombreux problèmes. Donc, je ne vois pas le problème. Ça pose le problème pour nous, le premier calendrier qui a été fourni. On a des filles qui vont vont faire leur dernier match à Cherbourg à midi et qui vont rentrer le soir à Montpellier pour aller. C'est impossible, quoi. Je veux dire, on peut pas faire ça. Non, mais je sais, j'entends bien que c'est compliqué. Alors qu'il y a moyen de faire mieux, François. J'ai proposé, tu l'as vu le planning que j'ai fait. Franchement, toutes les équipes faisaient moins de kilomètres. Toutes. Il n'y en a pas une qui faisait plus de kilomètres. J'entends que notre planning était peut-être améliorable. Ensuite, modifier des calendriers, c'est aussi compliqué. Il y a les résas de salles, il y a les déplacements qui sont organisés. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Il y a des équipes, du coup, qui seraient aussi, qui se retrouveraient perdantes. Mais j'entends aucune ne se retrouvait perdante. Alors, je peux formuler peut-être une requête pour l'année prochaine. Fournissez les plannings plus tôt aux équipes. Comme ça, vous aurez peut-être des propositions intelligentes plus tôt. Parce qu'effectivement, je n'ai pas pu le proposer trop tôt, mon planning. J'ai commencé par dire, c'est peut-être mieux de faire autrement. Là, Là, on va tomber sur un autre problème. C'est que sur les féminines, là, cette année, on a laissé effectivement des inscriptions plus tardives parce qu'il y avait un doute sur les effectifs. Non, mais là, il n'est pas question de cette année, François. L'an dernier, c'était le même planning. J'ai râlé de la même façon l'an dernier. C'est pour ça que je suis vraiment. Non, mais on vous a entendu. On vous a entendu et honnêtement. Oui, mais on m'a entendu, mais on n'a pas accédé à ma requête. Et ça, je ne le supporte pas. Parce que franchement, je vous ai proposé un planning qui était 10 fois mieux que le vôtre. Et l'an dernier, déjà, j'ai râlé. On ne m'a pas entendu. On a eu un an pour travailler dessus. Moi, je vous laisse l'appréciation. On me repropose le même planning cette année. Non, c'est pas sérieux, ça. C'est pas sérieux. Pourquoi Cherbourg, ils ne viennent pas à Montpellier? Pourquoi Non.
Ça va pas. Il n'y a pas de, comment ça s'appelle? Il n'y a pas d'avantage donné à Cherbourg, je vous le rassure. Les Je sais problématiques, bien, mais les problématiques des clubs du Sud, je les connais particulièrement, hein. Moi, je suis de Bordeaux, on a les mêmes. Je sais très bien de quelles problématiques on parle. Effectivement, les clubs, quand on est au niveau national, les premiers clubs, ils sont à 200, 300 bornes. Alors après, nous, on a Saint-Médard à côté, mais grosso modo, c'est ça. Donc, on les connaît, ces problématiques. On a entendu que vous n'étiez pas satisfait, que votre proposition, encore une fois, n'était pas, enfin, voilà, nous, elle n'était pas délirante. On ne dit pas ça du tout. Ensuite, voilà, on a je jugé sais ça. toujours pas pourquoi elle n'a pas été acceptée. Hein. Mais je rentrerai, J'ai pas eu la réponse. mais ça, je rentrerai pas dans le détail. Ben ouais, ben c'est ça qui m'énerve. Hein. Et Je suis désolé, mais j'entends, mais quand, j'entends. tu sais, ça fait bolchevique, ça, quand on dit ah ben non, c'est pas bon, mais on dit pas pourquoi. Ah, mais non, mais j'ai quand même donné les grandes lignes. Non, aucune Si, réponse. si, non, 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 c'est non, non, comment ça. Non, mais pas là, du tout. Pas non, du mais tout, François. là, je vous. Réponse succincte, Ah oui, non, la réponse était écrite, était succincte, mais là, je c'était vous en le dis, 2000. nous, la modification, ça entraînait trop de changements. On a essayé d'y retoucher, franchement, on a essayé de retoucher le planning sur des changements légers quand on n'est pas trop de modifications. Après, on a Mais estimé que c'était trop important et que ça les amenait trop journées de ne changeaient pas, modifications. c'était les mêmes jours, il n'y a que les lieux qui changeaient. Et là, de toute façon, il va y avoir des changements parce que la N3, elle ne pourra pas rester chez nous. Donc, on va faire un changement de match. Donc, C'est bien de ça dont on parle. C'est que ça changeait les lieux, c'est bien ça le souci. Mais franchement, je vous ai entendu, il n'y a pas de. ouais, non. Non. C'est un championnat qui n'est plus équitable. Quand il y a une équipe qui fait 4000 km dans la saison et l'autre qui en fait 6009, c'est pas équitable. Voilà. Après, il y a un Et moment, une fédération, elle est là pour. Enfin, il y a aussi un conseil national olympique et sportif français qui est là pour le vérifier, mais elle est censée être équitable. alors, en tout cas, je peux vous assurer qu'on n'a aucun vœu d'inéquité. Voilà. Après, quand même, pour Très rappel bien. aussi, encore une fois, on est sur un championnat national. Et moi, enfin, encore une fois, c'est une question que je connais bien. Enfin, j'ai eu la chance de jouer dans un championnat, dans des championnats nationaux. Oui, il y a un moment, on fait des bornes. Alors, effectivement, on peut trouver ça Non, regrettable mais d'en faire c'est plus pas. que d'autres. On est prêt à faire des kilomètres. Le monsieur de Reims, là, il m'a dit ça, j'y ai pas répondu. On est prêt à faire. On sait qu'on va faire des kilomètres. Mais quand tu vois qu'il y a 2 villes les plus proches où on n'y va pas, et par contre on va sur les 4 lieux les plus éloignés, je me dis, le mec qui a fait les plannings, d'où il sort, quoi? D'où il sort? Moi, j'en ai fait des plannings. D'où il sort, Je voulais pas être méchant, mais franchement, oui. je vais Mais le devenir. Pourquoi? Parce que j'ai pas la réponse à ma question. Mais c'est comme vous, c'est un bénévole et il fait au mieux. Mais à partir du moment où on lui propose de faire mieux, Ah, mais est-ce qu'il a cherché vraiment à faire mieux? Parce que c'était pas difficile oui, de oui, faire oui, non, mieux. non, mais non, non, là, j'ai aucun doute. Moi, je peux lui donner des pistes. C'est pas trop dur hein, de modifier les championnats. Tu pars de son championnat, tu changes les villes. Hein, c'est des cases, tu mets une autre, et il y a- regardes. Et il y a un moment où c'est mieux. moi, je redis ce que je viens de dire. Encore une fois, la modification pose des vrais problèmes et on aurait eu d'autres clubs qui Mais- seraient. non, mais moi, je ne demandais pas à modifier, je demandais à ce qu'on le fasse bien du premier coup. Voilà, ça aurait été mieux. J'entends, Donc, et on essaiera de faire mieux, on essaie de s'améliorer. donc, faites passer les plannings au plus tôt aux équipes sans les diffuser. Et Ah après, oui, non, mais après, alors, attendez, chacun va dire ce qu'il y a qui ne va pas. oui, non, 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 non. Là, je Ouais. vous arrête tout de suite. Les plannings, ils sont pas faits pour être rediscutés une fois qu'ils sont donnés, hein. Ben alors, il faut les faire bien. Je suis désolé. Et encore une fois, je dis pas que le résultat est parfait en toutes circonstances, mais c'est Non, ce mais qu'on il n'est pas essaye. parfait. Il Et encore une écoutable. fois, j'apporte tout mon soutien entier et pleinement aux bénévoles qui font ça. Voilà, il y a peut-être des choses qui sont moins bien dans certaines circonstances avec des équipes Franchement, qui sont desservies. Et alors, j'entends tout à fait le problème je pour ne veux pas, je veux pas équipes-là. monopoliser la parole, mais quand je l'ai vu au début, qu'on m'a donné ça, j'ai dit c'est pas possible. Il y a une erreur, ils se sont trompés, ils ont fait quelque chose. Eh bien non, finalement on reste avec ça. Eh ben, c'est incroyable et c'est malheureux. C'est malheureux. Écoutez, on essaiera de faire mieux. J'entends le problème pour le club de Montpellier. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors c'était pareil pour le club de Sénon, hein, qui fait aussi plus de 6000 km et qui en aurait fait beaucoup moins avec mon planning. Ok.
Je vous propose qu'on passe à une autre question parce qu'on vient de passer pas mal de temps là-dessus, mais enfin, voilà, même si j'entends là, encore une fois le problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Ok, du coup, je vais vous proposer qu'on s'arrête là. Donc, je vais vous donner rendez-vous pour ceux qui seront présents en espérant que ça soit bien le cas dans 10 jours, le 11 décembre, au siège du CNESF à Paris. Moi, je serai présent à double titre pour la commission. Est-ce que je suis grand électeur sur ma ligue? Vous dire aussi que l'ensemble, on va dire un résumé de ce que pouvait être la présentation d'aujourd'hui, mais un résumé très succinct apparaîtra dans le compte rendu de la Fédé pour le roller hockey. Parce que ça tient sur quelques paragraphes, donc évidemment on aborde juste les grandes lignes et que ce document normalement vous devrez vous être fourni à l'Assemblée générale. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez en reposer, sinon n'hésitez pas à vous rapprocher. Alors si c'est des questions liées au championnat, de passer par service compète. Après, vous pouvez aussi par la boîte rollerhockey@ffroller-skateboard.fr avec laquelle on vous avait envoyé l'invitation. Mais encore une fois, si c'est des questions spécifiques au championnat, faut passer par le service compète. Voilà. Donc, je vous remercie de votre présence. Je vais couper l'enregistrement à ce moment-là. Franchement, okay. Je ne sais absolument pas ce que sont ces commentaires. C'était partiel, je pense. Donc voilà, je vais mettre fin là. Je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Et de bonnes fêtes. Bonsoir. Bonsoir.